Alors chaque année, on essaie d'accueillir toujours des professeurs qui soient pertinents avec ce qu'on enseigne chez Financia. On essaie d'avoir des enseignants qui puissent effectivement vous apporter réellement quelque chose pour vous, pour votre carrière, pour votre avenir. Et donc, ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'inviter Marc Poissy, donc, qui est là, qui a une grande carrière d'économiste, entre autres chez Natixis, mais pas seulement. Bon, c'est aussi un écrivain, puisqu'il a fait quand même plusieurs best-sellers. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quelques-uns, et entre autres sur les thématiques de la finance. Et puis ensuite, c'est aussi un homme des médias, puisque en ce moment, on peut le voir sur C8, et quand j'étais un petit peu plus jeune, et je regardais un journal, 20h, France 2, France 3, bref, il était un peu partout, limite un peu agaçant, c'est de voir la constance. Mais je pense que c'est dû aussi à sa vision des choses, à sa manière d'expliquer, et qui me paraît assez clair. Et souvent, je pense que pour être très clair, il faut avoir du talent, il faut bien maîtriser son sujet. Et je pense que ce soir, on a un intervenant qui va vous parler, qui va expliquer les choses de manière très claire, donc avec beaucoup de talent. En plus de la masterclass, je suis heureux d'annoncer qu'effectivement, il intègre l'équipe académique, puisqu'il va être professeur chez Financia, et donc dans les semaines, le mois à venir, il va commencer à donner ses cours. Donc c'est pour ça que je suis doublement fier et ravi d'être avec Marc Poissy. Bon, assez longtemps parlé. On a un homme qui va vous parler un petit peu d'avenir, donc de perspective. On pourra le juger l'année prochaine s'il a eu raison ou s'il a eu tort. En tout cas, ce qui compte, c'est la démarche. Voilà. Et donc, sous vos applaudissements, j'invite donc Marc Poissy. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'est toujours un plaisir de participer déjà avec la fonction, je connais depuis pas mal d'années déjà, et puis surtout de participer à une réussite qui commence, qui va s'intensifier avec Financia. Donc bravo à vous. Pour faire des études de finance, il faut avoir envie, effectivement. Il faut être motivé. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à apporter, effectivement, à notre économie, à l'économie mondiale globalement. Et donc, pour mieux comprendre et pour mieux participer à cette économie mondiale, il faut effectivement savoir ce qui va nous arriver. Donc c'est ce que je vais essayer de vous dire ce soir, évidemment, dans les cours. Alors, vous savez à quoi servent les économistes. Vous ne savez pas pourquoi on a créé les économistes. Donc le météorologue ne soit pas les seuls à se tromper. Voilà. Vous connaissez celle-là, je vais la donner. Bon, c'est un petit peu facile, mais en tout cas, c'est vrai que tous les ans, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier, effectivement, et tous les ans, je fais le bilan des prévisions. Donc en début d'année, je dis voilà, il y a un an, mon équipe et moi, on a dit ça. Là, on a eu raison, on a eu tort. Et l'année dernière, on a fait une seule erreur de prévision sur près une cinquantaine de grosses prévisions. Et donc voilà, alors des fois on a plus des erreurs, des fois on n'en a pas du tout. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette transparence permanente que vous devrez avoir dans votre vie professionnelle, évidemment, avec vos clients, autour de vous. Parce qu'en gros, même si on se trompe, c'est pas trop grave à la rigueur, mais il faut surtout comprendre pourquoi on s'est trompé. Et le grand drame dans la prévision économique, également dans l'économie au sens large, dans les marchés au sens large, c'est que souvent, comme on a peur de se tromper, on va suivre le troupeau, on va suivre le consensus. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc ce que je vais essayer de vous donner ce soir et puis dans les cours, c'est d'avoir votre propre vision du monde. Et quand vous faites une prévision, il faut l'expliquer. Comment on peut faire cette prévision? À ce moment-là, effectivement, même si vous vous trompez, on ne vous en voudra pas parce que vous allez expliquer comment vous êtes arrivé là. Et il n'y a rien de pire que de suivre bêtement ce qu'ont dit les autres. Ah oui, lui il a dit ça, alors c'est bien, etc. Non, il faut toujours justifier. Et ça, c'est vraiment une grande règle que vous devez avoir dans votre vie, c'est qu'il faut effectivement avoir constamment cette justification. Donc c'est ce qu'on va voir effectivement en ce moment, alors avec évidemment ce titre, Un monde de bulles, donc c'est mon dernier livre. Alors je ne l'ai pas amené ce soir, je ne le vends pas, je vous rassure, qui marche bien effectivement, ce qui est toujours en tête sur Amazon en économie finance. Donc Un monde de bulles, ça veut dire quoi? Bien simplement, justement, c'est de mieux comprendre effectivement cet environnement. Évidemment, il y a des bulles financières, il y a d'autres types de bulles, je ne vais pas toutes les aborder, mais en gros, il faut savoir que les bulles, les crises, font partie de l'économie. Le plus important, c'est de les comprendre comme des opportunités. Et donc, dans vos métiers, avec vos clients, vous allez devoir leur dire, ben voilà,
effectivement, il y a une situation compliquée, il y a une bulle, il y a une crise, mais on va s'en sortir par le haut, parce que les crises sont toujours des phases d'opportunité, et bien sûr, ensuite, il faudra donner des stratégies. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, pour aborder ces dangers? C'est un petit peu ce qu'on va voir rapidement, parce que j'ai qu'une heure, et comme vous l'avez compris, je suis très bavard, et puis il y aura aussi un petit peu de temps pour vos questions. Donc savoir, effectivement, comment mieux aborder, et toujours avoir cette démarche stratégique. Vous faites de la finance d'entreprise, finance de marché, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement d'avoir cette démarche de stratégie. Pas simplement de dire, ben voilà, ok, c'est comme ça, on a compris. Non mais, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, effectivement, le vrai enjeu, ce que j'appelle le rôle normatif de l'économiste, mais aussi du financier, ou alors même du chef d'entreprise, ça c'est extrêmement important. Donc, évidemment, voilà un petit peu le programme de la journée, enfin de la soirée. Alors je vous rassure, ce ne sera pas qu'un discours d'économiste, parce que c'est pas avec les économistes, c'est comme les politiques, hein, souvent ils parlent, et on ne peut pas juger de ce qu'ils disent, pas vérifier. Donc là, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas seulement vous le dire, je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques. Évidemment, des graphiques réalisés sans trucage. C'est là aussi, parfois on peut truquer. Là, on ne va pas truquer, on va visualiser. Ça, c'est important dans vos métiers à venir, de comprendre. Parce que très souvent, notamment dans la finance, notamment dans l'économie, très souvent, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, évidemment, on a peur. Et quand on a peur, les idées fausses vont passer. Et quand on a peur également, évidemment, on est figé. On n'investit plus. On suit justement le mouvement. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, le plus important, c'est de comprendre ce qui nous arrive et de le faire comprendre évidemment aux autres pour effectivement sortir par le haut. Et ça, il n'y a pas mieux que des graphiques. On va visualiser par exemple ce qu'est une bulle, et à ce moment-là, on va comprendre comment on va pouvoir s'en sortir. Donc voilà un peu le programme effectivement que je vous ai annoncé. On va commencer par ces crises très rapidement, ces bulles, et puis bien sûr on va essayer de voir ce qui va nous arriver, parce que c'est un peu le métier de l'économiste, hein, le fameux monsieur météo. Qu'est-ce qui va nous arriver en 2019, en 2020? Le monde est très compliqué. Pour être honnête, il est de plus en plus compliqué, mais parce que évidemment ça va beaucoup plus vite, il y a des révolutions technologiques en permanence, et donc on va essayer de mieux comprendre. Donc, quelle va être la croissance mondiale? Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Est-ce que Trump c'est dangereux ou pas? Le Brexit, c'est peut-être dans quelques semaines. Est-ce qu'on va avoir un hard Brexit? Est-ce qu'au contraire ça va plutôt bien se passer? Est-ce que si c'est un hard Brexit, est-ce que Paris va devenir le nouveau Londres, la nouvelle City? Ça paraît peu probable, enfin on verra bien. Et puis bien sûr, il y a des grands dangers. Les grands dangers, pour moi, ils sont surtout dans la zone euro aujourd'hui. Il y a bien sûr l'Italie, il y a un petit peu l'Allemagne, il y a également et surtout la France. Qu'est-ce qui va nous arriver là aussi en termes de croissance, en termes d'activité? On va essayer de voir ça. Et puis, on terminera bien sûr avec, par rapport à tout ça, une fois qu'on a dit ça, quelle stratégie on peut mettre en place? Qu'on soit sur les marchés ou dans les entreprises. Ça, effectivement, c'est extrêmement, je dirais, aussi important. Donc, ça sera des stratégies, bon, on aura... Là, je n'ai pas le temps de détailler précisément, et là aussi, il est toujours important d'avoir cette vision stratégique. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier graphique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous laisserai les graphiques. Je vous laisserai à Financia, et d'ailleurs, ils vont déjà, vous pourrez effectivement ensuite les reprendre, on n'aura pas le temps de voir tout dans le détail, donc pour pouvoir effectivement avoir cette dynamique. Alors, évidemment, on va commencer avec ce premier graphique, qui simplement le Dow Jones ici et le CAC 40, qui vous rappelle une évidence, je pense pour vous, en tout cas j'espère, c'est que les crises font partie de la vie économique. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez quelqu'un, un professeur ou autre, j'espère qu'il n'y en a pas chez Financia qui dit ça, mais qui va vous dire qu'il y a la recette pour supprimer les crises, déjà vous savez que c'est un menteur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas supprimer les crises, ni les bulles d'ailleurs. C'est un peu comme le corps humain, il faut faire avec. L'important c'est de sortir par le haut, effectivement, de ces crises. Donc là, je vais vous dire juste depuis 2000, toutes les catastrophes qu'on a traversées. Évidemment, vous étiez jeunes, beaucoup d'entre elles, mais c'était effectivement donc, cette bulle Internet, ce crack Internet, le 11 septembre, les des guerres, des dangers climatiques, la crise des subprimes, effectivement, et à chaque fois, eh bien, malgré cette dernière crise des subprimes, les Lehman Brothers et autres, on a redémarré. Donc là, on voit effectivement cette résilience, cette résistance des marchés, mais au-delà de ça, de l'économie, effectivement. Bien sûr qu'on a des crises, on en aura encore. L'important, c'est de mieux, effectivement, les affronter. Alors, on n'aura pas le temps de tout voir, mais juste cette crise des subprimes, quand même, là, c'est peut-être la règle la plus importante de la finance, de l'économie, voire de la vie au quotidien, que vous devez connaître, j'espère, parce qu'en tout cas, je vous l'apprends, ça c'est important de la connaître, c'est que, en gros, plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez un rendement élevé, il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, il faut se contenter de rendements faibles. Je sais qu'on essaye parfois de penser l'inverse, mais non. Si vous raisonnez comme ça, normalement, vous n'aurez pas trop de surprises. La crise des subprimes, c'est quoi?
c'est que justement, on a voulu laisser croire l'inverse. On a voulu laisser croire qu'on pouvait augmenter le rendement sans augmenter le risque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'était vos prédécesseurs, pas chez Financia, mais à l'époque, on a confié les clés des marchés financiers. Je l'ai vécu de l'intérieur, bien sûr. À l'époque, j'étais Natixis à la Banque Populaire, mais pas seulement. Et donc, on a dit, on a confié les clés des marchés financiers, non plus à des économistes ou à des financiers, mais à des mathématiciens, à des ingénieurs très puissants, très intelligents. On leur a dit, voilà, changez cette règle. Donc, il y a eu toute une phase, effectivement, où beaucoup d'ingénieurs n'étaient plus dans l'industrie, n'étaient plus dans les services, donc ne faisaient plus leur métier finalement, mais sont rentrés dans la finance pour justement transformer cette règle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire simple? On n'a pas le temps de détailler, mais vous devez comprendre certainement. Ils ont pris des dettes subprime, donc extrêmement dangereuses. C'est quoi la dette subprime? C'est qu'on oublie, on dit bon, c'est encore un méchant truc de capitaliste, etc. Non, les dettes subprime, ça vient du programme économique de Bill Clinton. Donc le président américain qui a été élu dans les années 90, qui à l'époque a été élu sur un programme en disant tous les ménages américains doivent détenir leur logement. Tous. Donc évidemment, on a un problème. Comment on fait pour les ménages non solvables? Pour avoir un logement, il faut un crédit. Pour avoir un crédit, il faut être solvable. C'est la règle. 33% effectivement de remboursement de vos emprunts par rapport à votre revenu. Sinon, vous ne pouvez pas. Alors un ménage qui n'est pas solvable, comment il fait lui? Et c'est là où ça devient très intelligent. On va donc créer des organes ad hoc qui ne sont pas des banques, qu'on appelle des organes de subprime, qui octroient des crédits à des ménages non solvables, avec des taux d'intérêt variables. Les taux d'intérêt variables, c'est que les taux sont très bas au début, et après ils augmentent, effectivement, avec le temps. Mais ce crédit, l'hypothèque de ce crédit, est garantie par des organes fédéraux américains, qu'on appelait Freddie Mac et Fannie Mae, peu importe les noms. Et donc, souvent, c'était le gouvernement américain qui garantissait ces hypothèques. Donc, tout le monde pouvait acheter son logement. Formidable. Et donc, ça a très bien marché, parce que ça, c'est dans les années 90. La crise des subprimes, c'est en 2007. Et que, donc, ça a bien marché pendant une quinzaine d'années. Donc, c'est très simple. Ces ménages se sont endettés, donc tout allait bien. Le taux d'intérêt était extrêmement bas, donc tout allait bien aussi. Puis, ça marchait tellement bien qu'on a eu une sorte de surchauffe économique. Donc, la réserve fédérale américaine a commencé à augmenter les taux d'intérêt. En quelques années, on a passé de 1% de taux d'intérêt à 5,25% sur le taux monétaire. On appelle le taux objectif de Federal Funds. Et donc à ce moment-là, la réserve fédérale a monté les taux et donc évidemment ça a cassé le système. Le problème c'est que le ménage non solvable qui au début payait des taux d'intérêt à 1%, 2%, comme ces taux d'intérêt sont variables et qu'en quelques années les taux d'intérêt ont été multipliés par 5, évidemment à la fin il paye des taux d'intérêt de 10, 12%. Parce qu'il y a également justement cette subprime, c'est-à-dire cette prime de risque qu'il doit payer parce qu'il est non solvable. Donc le ménage américain non solvable, évidemment, il ne peut pas payer 12% d'intérêt chaque mois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il fait faillite. Désolé, je ne peux pas rembourser. Oui, on se dit au début, c'est pas grave. Il y a l'hypothèque de l'État fédéral américain qui va rembourser. Alors au début, effectivement, ça marche très bien, sauf que, comme tout le monde fait ça, évidemment, d'abord, le ménage fait faillite, les subprimes font faillite, et après, à la fin, l'État américain dit on ne peut plus rembourser. Donc, c'est ça la crise des subprimes. J'ai envie de dire, c'est que ça. C'est grave, mais finalement, c'est pas ça qui aurait pu générer une crise mondiale qui a failli nous plonger pire que 29. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, ces dettes extrêmement dangereuses, eh bien, on les a justement utilisées pour casser la règle de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle de la titrisation. Je pense que vous devez connaître, c'est-à-dire qu'on a pris des dettes, donc subprime, qui sont très dangereuses, qu'on a donc titrisées, c'est devenu des sortes d'obligations, qu'on a modélisées, qu'on a mathématisées dans des modèles très complexes, et à la fin, ces produits qui sortaient étaient notés par les agences de notation AAA. Alors d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais à l'époque, AAA, on ne savait pas ce que c'était. Le grand public, il croyait que AAA, c'était l'andouillette. C'est 5A d'ailleurs pour les connaisseurs, l'andouillette. C'est la gastronomie française, n'importe. Et donc, effectivement, on s'est dit, AAA, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans risque. Donc rendez-vous compte, vous avez des dettes, des produits, avec des bombes à retardement extrêmement dangereux, mais qui sont valorisés dans les banques, AAA, ça veut dire sans risque. Sauf que, donc vous savez, vous connaissez les règles prudentielles, les règles qu'on appelle normes IFRS, hein, le mark-to-market, ça veut dire qu'on doit valoriser les actifs au prix de marché. Bon, ça c'est compliqué, vous me dites, mais bon, comme vous êtes des étudiants en finance, je pense que je peux y aller un petit peu, hein. Mais néanmoins, à ce moment-là, quand l'organe de subprime fait faillite,
que vaut le produit titrisé? Parce que ce qu'on appelle l'actif sous-jacent, il n'existe plus. Donc ça valait 100, ça valait 200, sauf qu'à la fin, l'actif sous-jacent a disparu. Donc votre titre ne vaut plus rien. Donc là, il y a un problème. C'est que toutes les banques avaient des produits soi-disant AAA, donc elles utilisaient effectivement dans leur actif, et finalement ces produits ne valent plus rien. Et donc c'est là où on est passé d'une crise immobilière classique à une crise bancaire, puis financière. Et puis après, vous savez, quand on a une crise comme ça, c'est pas juste un problème, c'est une succession de problèmes. Donc il n'y a pas eu... D'abord, effectivement, il y a eu ça, mais on voit qu'en 2007, finalement, vous voyez, la bourse, elle a baissé un petit peu, mais ce n'était pas la pérésina. Pourquoi? Parce que tout de suite, la Réserve fédérale américaine a compris tout le Là, on a été un petit peu trop loin. Donc elle a baissé les taux d'intérêt, elle a relancé la machine. Et là, on a eu une succession d'erreurs incroyables. On aurait dit qu'on avait fait exprès, comme un film catastrophe, mais en fait, c'est des erreurs humaines. Donc, par exemple, pendant que la Réserve fédérale, elle baissait les taux d'intérêt, qu'a fait la Banque centrale européenne, donc chez nous, elle pensait qu'il y avait de l'inflation, donc elle a augmenté les taux d'intérêt. Donc quand les taux d'intérêt augmentent en Europe et baissent aux États-Unis, que fait le dollar? Le dollar baisse, l'euro monte, parce qu'il est mieux rémunéré, et le dollar baisse. Donc à ce moment-là, l'euro monte, le dollar baisse, et quand le dollar baisse, les investisseurs se réfugient vers les marchés des matières premières, notamment le pétrole. Donc le pétrole flambe. On est monté à 150 $ le baril en 2008. Tout à l'heure, on verra un graphique. Bref, à l'époque, beaucoup disaient qu'on allait monter à 250. Et donc tout ça fait que, là, on arrive non plus sur une crise, vous voyez, crise immobilière, bancaire, financière, sauf que, avec la hausse des prix du baril, etc., la hausse des taux d'intérêt chez nous, on a eu une récession qui est arrivée. Dès 2008, avant les Lehman Brothers. Vous voyez. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Et puis arrive donc un truc horrible, donc au mois de septembre 2008, je veux dire, quand vous vivez ça, moi j'ai vécu ça 2 fois dans ma carrière, c'était après le 11 septembre 2001, et après donc le 15 septembre 2008. Donc au mois de septembre, c'est toujours dangereux en finance, il faut le savoir, donc faire attention, il ne faut pas faire des grands investissements au mois de septembre. Et donc c'est-à-dire qu'en quelques heures, vous tombez dans le vide. Et donc là, évidemment, il n'y a pas de parachute, c'est ça le problème. Vous ne savez pas où vous allez. Et donc, à ce moment-là, effectivement, les Lehman Brothers qui avaient fait tous ces produits qu'on appelait à l'époque dynamiques, complexes, on donnait des noms un petit peu sympas, en fait, c'était des produits toxiques. Donc au début, ils ont mis les pertes sous le tapis, puis à la fin, les pertes se noyaient trop, donc on a dit, bon, on va essayer de régler le problème, le gouvernement américain. On avait fait la même chose quelques mois plus tôt avec Bear Stearns, qui est une autre banque d'affaires américaine. On a dit, on va faire pareil avec les Lehman Brothers. Et là, coup de théâtre, je vous la fais courte parce qu'on n'a pas le temps, et là aussi une malchance, c'est que qui prend cette décision de sauver ou pas les Lehman Brothers? C'est le secrétaire d'État au Trésor américain, on appelle une sorte de ministre de l'économie. Donc qui est ce monsieur? Et là, c'est vraiment pas de chance. C'est Henry Paulson, l'ancien patron de Goldman Sachs. C'est-à-dire le grand concurrent historique de Lehman Brothers. Il y a une guerre centenaire entre Lehman Brothers et Goldman Sachs qui va être numéro 1. Et donc, c'est un peu comme Financia et HEC. Bientôt, ça va y venir. D'accord, c'est ça, comme ça. Maintenant que je suis avec vous, il n'y a pas de problème. C'est pas gagné. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'il dit Henry Paulson? Il dit, puisque c'est comme ça, on ne sauve pas les Lehman Brothers. On les laisse faire faillite. Et il a fait ça, si vous voulez, à la cow-boy. C'est-à-dire, sans préparer le terrain. À l'époque, c'était Bush qui était encore président, mais comme il partait, déjà quand il était président, il ne comprenait pas tout, alors là, ils s'en foutaient complètement. Donc il a laissé faire le truc, et donc tout s'est effondré. Et donc là, c'est là où on a frôlé 29, c'est qu'on s'est dit, il n'y a plus de pilote dans la vie. Et à l'époque, on a fait un plan de sauvetage des banques au Congrès, qui a été refusé par le Congrès américain. Quand vous avez vécu ça, vous pouvez tout vivre. C'est vraiment une catastrophe. Et donc, à l'époque, la plupart des confrères disent, ça va être la fin du monde. Et finalement, on a redémarré. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a redémarré? C'est ça, l'importance de l'économie, de la finance. C'est que normalement, on doit tirer les leçons des erreurs du passé pour ne pas les rééditer. Donc là, en 2008, on est exactement comme en 1929. C'est-à-dire, tout s'effondre. Sauf qu'en 29, à l'époque, c'était l'ultralibéralisme. Mais le vrai, aujourd'hui, quand on dit que le libéralisme, aujourd'hui, il n'existe plus. Le libéralisme, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas d'État dans l'économie. Pas du tout. L'État, il est cantonné à ses rôles qu'on appelle régaliens, c'est-à-dire la police, la justice, etc., l'armée, bref.
Mais il n'est pas dans l'économie. C'était le cas en 29. Donc quand la crise a commencé, on a laissé la crise s'installer. Et donc, ça s'est terminé évidemment très mal avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc là, on s'est dit, on ne va pas faire la même erreur. Donc là, tout de suite, on a pris le taureau par les cornes, comme on dit. Donc, on a baissé très fortement les taux d'intérêt. On a fait une relance budgétaire énorme. 5 000 milliards de dollars de relance. À l'époque, c'était 9% du PIB mondial. C'est des sommes énormes. On a fait ce qu'on appelle la planche à billets. Bon, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, mais c'est-à-dire on a créé de la monnaie ex nihilo et on a redémarré. Et ouais, donc, ça a marché. Vous voyez, c'est les marchés boursiers, ils ont démarré. Alors, ce qui devient complètement fou, c'est qu'après, ils sont sur leur lancée, c'est-à-dire que rien ne peut les arrêter. C'est là où on va commencer à entrer en bulle. C'est-à-dire que vous voyez, il y a eu des crises, la crise grecque, bien sûr, la crise russe, la crise chinoise, le Brexit, Trump, la Corée du Nord, rien. Rien jusqu'à l'année dernière. Il y a que depuis un an maintenant, vous voyez, c'est les marchés, alors ça remonte un peu, mais on se dit, là, on est quand même en train de décréter. C'est-à-dire, on est en train d'atteindre un sommet, il faut que ça se calme. Et c'est là qu'il y a une bulle. Alors, c'est quoi une bulle? On va me dire, c'est quoi une bulle? Bon. Ben, une bulle, c'est très simple. La définition, c'est la suivante, c'est que c'est un écart cumulatif et auto-entretenu. Cumulatif, ça veut dire ça se cumule et ça s'auto-entretient entre la valeur financière d'un actif et sa valeur réelle. Ça veut dire, en fait, quand on vous dit, par exemple, les prix augmentent, so what? Okay, ils augmentent très bien. Mais est-ce que la valeur réelle augmente à l'aune du prix de l'actif? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, c'est bien, mais c'est quoi la valeur réelle de la bourse? C'est quoi? Que valorise la bourse? La bourse, normalement, parce que des fois c'est pas le cas, mais normalement, elle valorise des profits. On appelle les dividendes. Et d'où viennent ces profits? Ils viennent de l'activité des entreprises. Et d'où vient l'activité des entreprises? De la croissance mondiale. Et donc, en fait, la valeur réelle de la bourse, elle vient de la croissance mondiale. Et là, je vais vous montrer comment on voit une bulle visuellement. Et là, vous voyez effectivement cette corrélation entre la croissance mondiale, la courbe rouge, et le Dow Jones, la bourse américaine. Alors, pourquoi on a pris la croissance mondiale? Parce que 85% des profits d'entreprises du Dow Jones sont liés à la croissance mondiale. Ce n'est pas que les États-Unis, c'est le monde. Donc, vous voyez que là, évidemment, ce n'est pas lié parfaitement, mais il y a une corrélation. C'est-à-dire que quand effectivement la croissance mondiale baisse, le Dow Jones baisse, et quand la croissance mondiale monte, on est le raisonnement. Il y a plus de profits, donc la bourse monte. C'est logique. Quand ça baisse, c'est logique aussi. Donc tout marche bien jusqu'en 2017. Et puis là, en 2017, vous voyez, parce qu'il y a toujours un petit écart entre les deux, 2017, ça explose. C'est-à-dire que la croissance mondiale se stabilise, voire baisse légèrement, mais la bourse flambe. C'est ça une bulle. Vous voyez, c'est pourquoi on a eu, l'année dernière, j'étais dans des rares à dire qu'il allait y avoir un crack, on brille au nez, ce qui s'est produit, on a même eu 2 cracks. Et donc, vous voyez ici que on a effectivement cet écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour justifier un Dow Jones à 25 000 points, il faudrait une croissance mondiale de l'ordre de 8%. Or, nous avons combien? Nous avons à peu près, l'année dernière, on a eu 3,5. Cette année, selon nos prévisions, on a 2,8% de croissance mondiale. Donc, c'est bien 2,8, c'est pas la récession, mais c'est beaucoup trop bas par rapport à l'envolée du Dow Jones. Alors, qu'est-ce qui a justifié cette envolée? C'est qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les placements monétaires, ça ne rien, les placements obligataires, pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste? La bourse. D'accord? Donc, on a une sorte de focalisation sur le marché boursier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, malheureusement, inévitablement, on aura un mouvement baissier des marchés boursiers dans les prochains mois, pour se reconnecter à la réalité économique. Vous voyez comment ça fonctionne? Et donc, bien entendu, là, on a déjà eu, on voit que depuis quelques jours, là, ça fait quelques semaines, ça remonte, mais il n'y a pas de sous-bassement, effectivement, derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a sous-tendu cette dynamique, il y a toujours, ce qu'on appelle un fer de lance. Comme dans la bulle Internet, dans les années 2000, et là, on a eu la bulle du numérique, la fameuse GAFA. Hein, et donc, effectivement, là, c'est pareil, là, c'est le Nasdaq. Vous voyez que, par exemple, la bulle Internet, ça a flambé. Et puis, quelques années plus tard, en 2002, on était au niveau d'avant la bulle. Donc là, on a fait le même phénomène. Bon, alors, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute révolution technologique, vous avez toujours une bulle financière. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas valoriser les nouvelles entreprises. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait justement une recherche dans mon livre, chercher ce qu'on appelle les licornes. Les licornes, c'est des sortes de start-up, si vous voulez, autour des GAFA, autour du numérique. Et donc aujourd'hui, j'en ai trouvé peut-être plus, mais en tout cas, moi je trouve dans le monde occidental, sans parler de la Chine, etc., 250 licornes qui sont valorisées chacune
1 milliard de dollars. C'est pas mal, ça fait rêver. Sauf que sur ces 250 licornes, combien, selon vous, ont déjà gagné de l'argent? 3. C'est pas beaucoup. Alors peut-être qu'il y en aura 10, peut-être qu'il y en aura 20, peut-être qu'il y en aura 100. Il n'y en aura pas de 250. Donc, c'est le propre d'une révolution technologique. On investit, mais on ne sait pas ce que ça vaut vraiment. Parce qu'il n'y a pas le business model de l'entreprise. Vous voyez, vous ne l'avez pas connu, mais moi je l'ai vécu de l'intérieur en 2000, par exemple, quand il y a eu Internet. Dès que ça s'appelait .com ou .fr, ce que vous voulez, hop, ça levait des fonds. C'est quoi le business model? On ne sait pas, mais c'est l'avenir. Ok. Il y a quand même une correspondance. Et donc aujourd'hui, c'est pareil. C'est sûr qu'il y aura évidemment, je dirais, des fleurons, mais c'est quoi le business model? Alors évidemment, il y a Amazon, il y a Google, il y a les grandes stars, mais même elles, on ne sait pas demain, peut-être qu'il y aura, on va essayer de mieux les taxer, de les taxer davantage, ou de les couper en plusieurs morceaux. On ne sait pas. Vous voyez donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. Et donc, là aussi, effectivement, cette bulle du numérique va se dégonfler, mais encore une fois, quand ça se dégonfle, c'est pas grave, parce qu'après, ça assainit le marché. Et on repart sur des bases beaucoup plus sévères. Ça, c'est très important pour nous, parce que quand on a effectivement ce mouvement de bulle, on ne sait plus quelle est la valeur des choses. On ne sait plus quel est le juste prix. Ce qu'on appelle le juste prix, alors ça, c'est pas une émission de télé, le juste prix, c'est quelque chose de très ancien, qui remonte à saint Thomas d'Aquin, c'est très très vieux. Et donc, effectivement, qui rappelle justement qu'il doit avoir une correspondance entre le prix d'un actif ou d'un bien et sa valeur réelle. Sinon, c'est une bulle. Lâchez. Est-ce que ça, quelqu'un sait, c'est quoi la première bulle financière qu'on a eue dans l'histoire récente? Les tulipes. La bulle des tulipes. Au XVIIe siècle, en 3 ans, le bulle des tulipes a complètement flambé. Et il a augmenté, je me souviens, de plus de 2000, 3000%. Et à tel point qu'au sommet de la bulle, un bulbe de tulipe, c'était tout nouveau à l'époque, valait l'équivalent d'un hôtel particulier à Amsterdam. Un bulbe. On voit bien qu'il y a un problème. Et après, quelques mois, on est revenu au niveau initial. Donc, voilà, il faut toujours prendre du recul, garder le bon sens. Je sais que c'est, quand on est jeune, etc., je le fais toujours, bien sûr, mais je veux dire, un peu moins que vous, mais on a toujours envie, effectivement. Mais il faut garder le bon sens. C'est très dur, mais garder le bon sens. Il faut avoir cet esprit de folie, c'est important, mais quand même garder le bon sens. Et ça, quand vous serez dans la banque, dans l'assurance, dans l'entreprise, ça, vos clients se rappelleront toujours de ça. Vous leur avez donné, effectivement, ce risque. Alors, évidemment, il y a la bulle des bulles. Il y a toujours une bulle des bulles dans un contexte, c'est le Bitcoin. Alors, attention. Que je sais que vous enseignez la blockchain, ça n'a rien à voir. Je veux dire, toute cette technologie, effectivement, elle est évidemment d'avenir. Là, je parle du Bitcoin en tant que tel. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on a créé le Bitcoin? On a créé le Bitcoin en 2008-2009, quand on a commencé à dire qu'on allait lutter contre les paradis fiscaux. On allait fermer ce vent. Ça s'est jamais fait. Et là, toutes les mafias du monde se sont dit, mais comment on va pouvoir blanchir l'argent? Et là, une idée folle est arrivée, parce que j'ai fait une recherche, si vous voulez, pour pouvoir dire ça. Ils se sont dit, on va créer notre propre monnaie. Et donc, comme ça, effectivement, on va pouvoir blanchir sans aucun contrôle. C'est-à-dire, avant, pour blanchir l'argent, bon, c'est pas ce qu'on va enseigner en sciences financières, bien sûr, mais il fallait effacer des sociétés écrans à Hong Kong, etc., avoir des passes. Enfin, laisse tomber, on va en parler. Là, c'est encore plus simple. Vous déposez votre $1 million à blanchir dans un truc de Bitcoin, c'est blanchir. Le problème, c'est qu'après, il faut le sortir. Et donc, là, c'est là où il y a eu un effort de marketing énorme. C'est-à-dire qu'on a dit à l'époque, c'est ça où c'est très intelligent, on a dit à l'époque, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle la planche à billets. Donc la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée de la monnaie sur rien. Alors, pour créer de la monnaie, il faut ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Ça peut être de l'or, des devises, des titres. Là, on dit non. On crée comme ça de la monnaie, et avec, on va financer l'économie, bref. Et donc, les tenants du Bitcoin ont dit, vous voyez, l'argent, le dollar, l'euro, ça ne vaut plus rien. Parce que c'est basé sur rien. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc, il faut une autre monnaie. Et là, c'est encore plus fort. On va créer une nouvelle monnaie, effectivement, annexe. Sauf que le problème, c'est que son avantage est aussi son inconvénient. C'est-à-dire que personne ne la contrôle. Personne. Et là, pour le coup, il n'y a pas de valeur réelle. Une valeur réelle, l'euro-dollar, on verra c'est quoi la valeur réelle. La bourse, on a vu la croissance. Là, quelle est la valeur réelle du Bitcoin? On ne sait pas. C'est que l'offre et la demande. Vous comprenez, ça dépend de l'offre et de la demande. Et donc, on voit cette flambée
Incroyable. Incroyable, parce que ça a marché. Oui. Sauf que, pour moi, c'est la bulle des bulles. Pourquoi? Parce qu'elle porte son nom. C'est-à-dire crypto-monnaie. Super, parfait. On dit monnaie virtuelle. On dit c'est du virtuel, c'est pas du réel, c'est du virtuel. Et donc, on s'est monté à 20 000 $, et que j'avais des gens dans la rue qui me disaient ah, alors c'est bon, le Bitcoin, on en achète? Là, il faut que je prenne la parole. Alors, je sais qu'on en veut beaucoup, parce qu'on dit ouais, mais non, le Bitcoin, c'est l'avenir. Peut-être, mais en tout cas, quand on voit ce qui s'est passé, cet effondrement, effectivement, il faut juste savoir que peut-être demain, ça sera l'avenir de la crypto-monnaie. Mais quand ça sera contrôlé, déjà, la monnaie normale, ça veut dire l'euro, le dollar, etc., ce que vous voulez, déjà, c'est pas forcément sûr, mais au moins, il y a une banque centrale derrière. Au moins, il y a des gouvernements derrière. Au moins, il y a des assurances. Vous savez qu'aujourd'hui, votre banque fait faillite, vous avez 100 000 € qui est assuré. Bon, si vous avez 10 millions, bon, c'est dommage, mais au moins 100 000 €. Ok, là, il n'y a rien. La valeur réelle, on ne sait même pas ce que c'est. Oui, donc on a vu cet effondrement. Donc voilà, là aussi c'est pareil. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les banques centrales, la BCE, la Banque de France, la Réserve fédérale, sont en train d'étudier comment justement créer une vraie crypto-monnaie, mais officielle, réglementée. Et là, ça change tout. D'accord? Donc là, oui, ça serait la vie. Mais en tant que tel, je suis obligé de dire c'est dangereux parce que je ne maîtrise pas. Évidemment, on dirait la technologie de la blockchain a un grand avenir. Mais de ce point de vue-là, il faut rester extrêmement prudent. Alors, il y a une autre bulle qui, pour moi, est la plus dangereuse. Après, je vais avancer vite, parce que sinon, je vais avoir le temps de tout faire, mais ça, c'est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que, alors là, il y a tous les inconvénients. Cette bulle, c'est ce qu'on appelle la bulle obligataire. Alors, c'est quoi la bulle obligataire? En fait, il y a deux aspects. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 250 000 milliards de dollars de dettes au niveau mondial. C'est-à-dire toutes les dettes, ça fait 250 000 milliards. Ça veut dire 305% du PIB mondial. Alors ça, on n'a jamais vu. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Alors le problème, c'est comme vous le savez, la dette, elle est entre nous. C'est-à-dire, comme c'est la Terre entière, donc là, on ne prête pas aux Martiens. C'est entre nous, cette dette. Donc, évidemment qu'à la fin, il va y avoir un moment de la farce. Quelqu'un qui ne sera pas remboursé. D'accord? Parce que là, évidemment, et là, il y a une règle très importante dans la dette, c'est que la dette en elle-même n'est pas dangereuse. Je vais même plus loin, elle est salutaire, la dette. Il faut s'endetter, surtout quand on est jeune. Endettez-vous. Surtout qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas. Allez-y. Mais à une condition. C'est que cette dette, et c'est vrai pour un individu, pour une entreprise, pour un État, cette dette doit générer suffisamment de croissance ou de revenus, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. Encore, c'est du bon sens. Je m'endette, ok, si je paye 7% de taux d'intérêt chaque mois et qu'en fait j'ai un rendement de 2%, il y a un problème. Donc aujourd'hui, par exemple, je prends la zone euro. Dans la zone euro, par exemple, donc sur 19 pays, à l'exception de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas, et de l'Autriche aussi, tous les autres pays, donc y compris nous, la France, et là je parle que de dette publique, eh bien chaque année, même si on prend toute la croissance économique, c'est-à-dire on a 100% d'impôts, je sais pas que ça ne n'arrivera jamais, mais bon, admettons, eh bien on n'a même pas assez de croissance juste pour rembourser les intérêts de la dette. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Ça veut dire que juste pour payer les intérêts de la dette, je dois encore m'endetter. C'est ça la bulle, c'est auto-entretenu. Ça c'est très bon. Mais alors il y a encore plus dangereux. Dans la bulle, il y a une deuxième bulle. Cette deuxième bulle, c'est quoi? C'est que, tout à l'heure je parlais des subprimes. Normalement, quand votre dette augmente, donc vous êtes plus dangereux finalement. Donc si vous êtes plus dangereux, que font les taux d'intérêt? Ils doivent augmenter. Ah oui, puisque vous êtes moins sûr. Donc on va vous demander une prime de risque. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et ça qui est complètement fait. Là, on voit les taux d'intérêt. Ils baissent. Vous voyez? Donc je prends le cas de la France, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est la dette publique française. On est à 100% du PIB. Record historique. Que la dette publique, hein, c'est pas la dette privée, que publique. Et là, vous avez les taux d'intérêt de la dette publique que paye l'État français sur sa dette. Vous voyez, ben là, plus la dette monte, plus les taux d'intérêt baissent.
problème. Ça, c'est notre bulle. Mais elle est très dangereuse. Parce que tout à l'heure, je parlais des subprimes. Je dis souvent que ça, c'est l'inverse des subprimes. Parce que les subprimes, c'est vrai qu'il y avait des risques, mais il y avait un taux d'intérêt élevé. Donc, à la rigueur, si j'ai vendu à temps, j'ai gagné de l'argent. Oui, bon, moi, j'ai vendu à temps, ok, et je n'ai pas perdu. Qu'aujourd'hui, j'ai un risque élevé, quand j'achète une dette publique, par exemple française, j'ai un risque élevé, mais je n'ai pas de rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, c'est 0,5% par an. C'est-à-dire rien. Vous enlevez l'inflation, c'est du négatif. Et vous avez même des taux d'intérêt aujourd'hui, jusqu'aux échéances de 5 ans sur la dette publique française, négatifs. Là, je regardais sur mon pied de cette semaine, je suis dans ma revue hebdomadaire, eh bien, le taux allemand, les taux d'intérêt 10 ans allemands, ils sont négatifs jusqu'aux échéances de 9 ans. Taux d'intérêt négatif. Même si vous prêtez pour 9 ans à l'État allemand, vous payez. Le taux est négatif. C'est-à-dire que pour avoir le droit de prêter à l'État français, à l'État allemand, vous devez payer. C'est un truc incroyable. Alors moi, je m'amuse souvent quand je fais des conférences dans des fonds d'investissement étrangers, notamment américains, je dis pourquoi vous achetez encore une dette allemande ou française? Les taux d'intérêt sont négatifs. Vous êtes sûr de perdre? C'est ce qu'ils me répondent. Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Vous voyez? Alors, comme stratégie d'investissement, je vous déconseille de dire ça à votre client. Vous voyez? C'est pas très bon. Mais c'est ça qui est dangereux. On est dans un monde où, finalement, on ne regarde pas le rendement. On regarde là où on va moins perdre. Incroyable. Ça fait peur. Et donc, c'est là où on a une nouvelle bulle. On a cet écart, effectivement, avec des taux d'intérêt qui baissent, et effectivement, une dette qui flambe. Donc là aussi, les taux d'intérêt, c'est vrai qu'ils vont rester bas, le taux monétaire ne va pas bouger, les taux longs vont rester bas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, beaucoup de croissance, mais le risque public, le risque de crédibilité peut faire très mal. L'exemple, on le verra tout à l'heure, c'est l'Italie. L'Italie, où quand vous savez qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui est un petit peu eurosceptique, on va dire, pour être poli, et donc les taux d'intérêt sont montés à 3%. Les taux d'intérêt à 10 ans, à 3% aujourd'hui. On est à 0,5, ils sont à 3. Ça les a tués. Parce que si déjà, quand on a 0,5% de taux d'intérêt, il n'y a pas de croissance, si il y a les taux d'intérêt à 3%, on est bien que ça. Il y a encore moins de croissance. Donc ça, c'est très dangereux. Parce que c'est là où la finance a des impacts concrets sur l'économie. Quand les taux montent, ok, on a un mini-crack obligataire, on dit, bon, et alors? Le problème, c'est que si les taux montent, ça casse l'investissement, ça casse la consommation, donc ça casse la croissance. Si j'ai moins de croissance, j'ai plus de chômage, j'ai plus de déficit, donc j'ai plus de dettes. Et si j'ai plus de dettes, mes taux d'intérêt doivent encore monter, et donc ça casse la croissance. Vous voyez, c'est un cercle pernicieux. Ça, c'est pour ça que je vous dis, cette bulle, c'est la plus dangereuse. La bulle boursière, tout ça, la bulle immobilière, bon, ok, ça, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Voilà. Ça, c'est, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais ça, c'est effectivement une vraie danger. Alors, quand même, rapidement, quelques bonnes nouvelles, quand même, c'est qu'on a de la croissance. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle, même si elle ralentit. Donc, il faut voir que c'est la croissance mondiale. Donc, de 1980 à 2017, on a eu 3,5% de croissance mondiale en moyenne annuelle. Évidemment, hors inflation. Quand on parle de croissance, généralement, c'est hors inflation. Sinon, c'est truqué, évidemment. Or là, on voit qu'on a ce ralentissement. Alors, le problème maintenant pour faire des prévisions de croissance, c'est qu'il y a 15-20 ans, c'était facile. Il y avait les États-Unis, l'Europe, le Japon, les pays émergents, c'était pas grand-chose, c'était facile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Donc, faire des prévisions de croissance, c'est de plus en plus dur. Pourquoi? Et ça, c'est très important pour vous également, pour vos stratégies d'avenir. C'est que aujourd'hui, nous ne sommes plus les maîtres du monde. Quand je dis nous, ça veut dire nous, les pays développés. Vous voyez, aujourd'hui, dans les années jusqu'aux années 2000, le pays développé, c'était presque 60% du PIB mondial. Le monde émergent, mais il était émergent. Aujourd'hui, nous sommes tombés à moins de 40% du PIB mondial. Donc, qui domine le monde? C'est le monde émergent. D'ailleurs, on l'appelle toujours émergent, vous voyez, ça nous rassure. En fait, il est émergé depuis bien longtemps. Et par contre, nous, on immerge. On n'a pas compris. Et c'est ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites vos prévisions, si vous tablez tout sur les États-Unis ou l'Europe, ça ne sert à rien. Regardez, je vous montre juste un exemple. La Chine. La Chine, dans les années 80, c'était 2% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est presque 20%, évidemment, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on enlève les écarts d'inflation. 20%. Donc ça veut dire quoi? Alors vous aurez les chiffres, ne vous inquiétez pas, hein, mais bon.
on y reverra pour ceux qui seront des étudiants dans quelques semaines, c'est qu'effectivement, on voit ici, là vous avez la croissance mondiale. Donc, je vous montre comment j'obtiens, par exemple, pour cette année, je tape sur 2,8% de croissance mondiale. D'où vient cette prévision? Ça, ce sont toutes mes prévisions, pays par pays, zone par zone. Donc aujourd'hui, sur 2,8% de croissance, tenez-vous bien, il y a seulement 2 pays qui ramènent 1,6%. Le premier, c'est bien sûr la Chine, donc je tape sur 6% de croissance cette année, donc ça veut dire un ralentissement. Ça veut dire une contribution à la croissance mondiale de 1,1 point. Vous ajoutez l'Inde, plus 0,5, ça fait 1,6. Ça veut dire que 2 pays vont faire, c'est le cas depuis plusieurs années, vont faire plus de la moitié de la croissance mondiale. Et nous, là-dedans, alors je dis nous, quand je dis nous, c'est même pas la France, parce que là, on ne nous voit même pas. Mais la zone euro, regardez, on va faire, notre contribution à la croissance mondiale, ça va être 0,1 point. C'est-à-dire qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça se voit pas. C'est sûr qu'on dérange personne, ça c'est sûr. Après, évidemment, il y a d'autres impacts d'un point de vue financier, mais d'un point de vue économique, la dynamique mondiale, elle vient du mondial. Et ça, c'est également valable pour vous, pour votre avenir. D'un point de vue, effectivement, du boulot que vous allez trouver demain. C'est évident que ces pays-là sont des moteurs de croissance pour votre carrière. Alors bon, si vous êtes vraiment attaché à la France, très bien, hein, on a un super pays, mais il faut comprendre que dans ces pays-là, dans ce qu'on appelle le monde émergent, il y a tout à faire. Donc là, en termes de progression de carrière, c'est exceptionnel. Alors, évidemment, bon, c'est compliqué, mais c'est sûr que, et c'est valable aussi pour les entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui restent, il y en a de moins en moins, heureusement, mais qui sont franco-françaises ou franco-européennes. C'est clair qu'elles se privent d'un marché énorme, là où il y a de la croissance, justement. Vous comprenez? Donc, alors, maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer demain. Alors, parce que, là, par exemple, c'est une enquête, vous aurez les chiffres, hein, pour savoir est-ce que c'est dangereux 2019-2020 en termes de croissance. Donc là, on a une enquête très connue qui s'appelle l'enquête des directeurs d'achat. Ça, dans mes cours, je vous dirai effectivement ce qu'il faut suivre sur les marchés, ce qui fait bouger les marchés. Il y a des indices qui font bouger les marchés, et parmi ceux-ci, c'est ce qu'on appelle les indices des directeurs d'achat, l'enquête PMA. Et là, c'est très facile à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus des 50, on est en croissance. En deçà, on est en baisse d'activité. Donc aujourd'hui, donc là, il y a les principaux pays effectivement qui sont classés. Eh bien, vous avez 17 pays qui sont déjà en récession industrielle. Et non des moindres, ce qui est en rouge ici. Et vous avez par exemple, effectivement, la Chine. Heureusement, c'est compensé par les services, mais néanmoins la récession industrielle. Et l'indice monde, il est à 50,7, ce qui est un plus bas depuis août 2016. Et pour ça, quand je disais que les marchés vont trop loin, les marchés ne regardent pas du tout ça. Ils font comme si tout allait au mieux dans le meilleur des mondes. On a effectivement, néanmoins, un ralentissement. Alors très vite, comment ça marche? Vous voyez un peu comment on fait des prévisions. Là, vous avez par exemple le PIB chinois, c'est la courbe bleue, donc c'est un glissement annuel. Donc là, vous voyez qu'on est à 6,4% de croissance. Là, c'est l'industrie qu'on vient de voir, ça plombe. Et heureusement, les services compensent. C'est pourquoi la Chine n'aura pas de récession. Mais néanmoins, elle va avoir une croissance qui va baisser vers les 5%, entre 5 et 6. Comme tout à l'heure, la Chine, c'est la moitié de la croissance mondiale, quasiment. Donc si la Chine ralentit, le monde entier, évidemment, va ralentir. Heureusement que l'Inde résiste bien. Vous voyez, ça c'est le même graphique, mais sur l'Inde. Tout à l'heure, on aura les mêmes graphiques sur la France, ce n'est pas les mêmes. Et donc, effectivement, l'Inde va aussi ralentir, mais résister. Donc, nos 2 locomotives mondiales, elles ralentissent, mais elles résistent. C'est-à-dire, pas de récession, mais quand même un ralentissement. Alors, après, bien sûr, il y a le pétrole. Là aussi, on a des bulles sur les marchés des matières premières. Tout à l'heure, je l'évoquais. Alors là, ça aussi, si vous voulez, dans les années 2008, là, je l'évoquais, on a eu un baril qui est monté au plus haut, là, c'est le données trimestriel, on ne le voit pas, mais au plus haut, on est monté à $150 le baril. Et à l'époque, beaucoup de soi-disant spécialistes du pétrole disaient $150, c'est pas cher. Tu t'en souviens ou pas de cette époque-là? Certains disaient, ouais, $150, c'est pas cher, on va monter à 250. Je dis, écoutez, et à l'époque, je pensais beaucoup d'entreprises qui achetaient beaucoup de pétrole. Je vais donner 2 exemples. Donc, il y avait un grand armateur français, le CMA-CGM, pour pas le nommer. Et lui, donc, le président de ce groupe, il était comme un fou, parce que lui, ils achètent du pétrole en permanence. Quand il voit à $150, son directeur financier lui disait, il va monter à $250. Donc, il lui dit, il faut acheter à terme, maintenant, à 150, que demain, il va à 250. Donc, autant l'acheter maintenant. Donc, il m'appelle, je lui dis, non,
président, ça n'a aucun sens. Les prix vont baisser. Pourquoi? Parce que la croissance mondiale baisse, et donc effectivement, il y a du pétrole qui est toujours là, et donc mécaniquement, le baril va baisser. Il m'a écouté, j'aurais demandé d'ailleurs un intéressement de FIS à l'époque, parce que j'aurais gagné beaucoup, mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. Par contre, notre client, qui est une grande compagnie aérienne française, bon, comme on y a la qu'une, on voit plus ou moins qui c'est, mais bon. Et donc, qui eux, n'ont pas écouté. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont acheté à terme, à 6 mois, du baril à 150 $. Sauf que 6 mois plus tard, le baril il valait combien? 34. Vous vous rendez compte? Évidemment, le directeur financier s'est fait virer. C'est logique. Bon. Mais il ne faut pas s'amuser à spéculer avec les cours des matières premières. C'est extrêmement volatile. Mais il y a quand même des moyens, vous voyez. Pourquoi j'ai dit que le baril allait baisser? Je n'ai pas une boule de cristal. Simplement, toujours pareil comme tout à l'heure. La corrélation. Quand la croissance mondiale monte, il y a plus de demande de pétrole, le baril monte. Par contre, quand la croissance mondiale baisse, évidemment, le prix du baril baisse. Donc c'est exactement ce qui s'est produit. Et ainsi de suite. Et là, on voit par exemple, en 2016, on a eu l'inverse, on a eu une bulle à l'envers. C'est-à-dire que le baril s'est effondré alors qu'il y avait de la croissance. Donc c'est pourquoi il a remonté l'année dernière. Et ainsi de suite. En gros, pour faire rapide, le prix d'équipe du baril aujourd'hui, c'est 70 $ le baril. Donc ça veut dire, tout le monde est content, 70 $. Les producteurs de pétrole et les consommateurs, parce que sinon c'est un prix qui arrange tout le monde. C'est pas trop cher, et globalement c'est assez cher pour quand même pour exploiter le pétrole. Maintenant, il y a quand même une grande question, et là je vais vous donner vraiment un grand secret, parce qu'on est entre nous. C'est que peut-être qu'un jour il n'y aura plus de pétrole. Peut-être d'ailleurs on souhaite finalement. Mais moi, si vous voulez, ça fait plus de 30 ans que j'entends ça, on dit dans 30 ans il n'y aura plus de pétrole. On dit aujourd'hui, il y en a toujours. Même on fait des nouvelles trouvailles de pétrole. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que justement, il faut penser à l'après-pétrole. Et là, vous avez un grand débat, qu'on appelle en France la théorie de la décroissance. Alors je sais que ça peut intéresser certains, peut-être moins dans la finance, j'espère du moins, mais où effectivement on vous dit, bon, comme vous le savez, la Terre est ronde. Donc c'est-à-dire on vit dans un monde fini. Donc c'est vrai que potentiellement la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc souvent on me dit, mais votre croissance là, il faut arrêter. Il faut faire de la décroissance. C'est la théorie, la grande théorie de Nicolas Hulot, par exemple. Enfin, la décroissance. Il n'y a pas que lui, hein, bien sûr. Donc la décroissance, c'est quoi? Ça veut dire qu'on baisse le niveau de richesse. On baisse le niveau du PIB. Ah, il y a un problème, c'est que, à la guerre, nous, on va se dire, on est un pays riche, on peut le faire. Mais les pays pauvres, ils vont se dire, attendez, vous avez eu le droit de croître pendant des siècles, maintenant qu'on vous rattrape, on n'a plus le droit. Donc la COP 21, COP 22, ça, c'est du marketing, ça n'a jamais été suivi d'effet, évidemment. Mais même pour nous, pays riches, si j'ai de la décroissance, ça c'est ce qu'on ne comprend pas. Si je baisse le niveau de richesse, eh bien je baisse le niveau d'emploi mécaniquement. Si je n'ai pas de croissance, je n'ai pas d'emploi. Si je n'ai pas d'emploi, j'ai du chômage. Donc j'ai une crise sociale, que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui en France. Donc la décroissance n'est pas la solution. Alors c'est quoi la solution? Parce qu'il y a quand même ce dilemme. Monde fini, croissance infinie. Ça ne peut pas marcher. Ben si. Il n'y a qu'une seule solution. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. C'est-à-dire que j'ai le même monde, mais je vais mieux l'utiliser. Je vais trouver des nouvelles sources de richesse. Je vais trouver de l'écologie, par exemple. Oui, l'écologie, on appelle la green economy, si effectivement ça me permet d'avoir une alternative au pétrole, bien sûr. Mais si c'est juste on va mettre des taxes, ça ne va pas marcher, parce que je n'ai pas d'alternative. Et ça, si vous voulez, c'est une dynamique de croissance énorme. Donc, la clé, elle est là. La clé de l'avenir, elle est dans les pays, les entreprises qui feront de la recherche et développement, qui feront de l'innovation. Et il y en a un pays qui a bien compris, bon, nous on est à 2% en France, c'est la dernière ligne ici, c'est la Chine. Et la Chine, dans les années 90, ils ne savaient pas ce que c'était la R&D, ils croyaient que c'était du copiage. C'était 0,3% de leur PIB, maintenant c'est 2,1% du PIB. C'est la deuxième puissance mondiale en R&D derrière les Américains en valeur absolue. Et c'est la première puissance dans les énergies renouvelables. Voilà, c'est ça qui fait tant défaut à la France. C'est qu'on a des chercheurs, etc., c'est vrai, mais malheureusement on fait trop de recherches fondamentales et pas assez appliquées. Et donc, par exemple, dans les années 80, on était leaders mondiaux dans la voiture électrique. Pourtant, qui a fait la voiture électrique? À l'époque, on disait, voiture électrique, c'est une petite voiture qui roule doucement. Bon. Alors, maintenant, on a des Tesla, on a des BM, des
toutes les marques qui font, même des Mercedes, même des Porsche, voilà, les Porsche, qui sont en partie électriques. Donc, elles peuvent rouler vite. Et pourquoi c'est pas nous les Français qui vont développer? Parce qu'on n'a pas misé assez sur l'innovation. Et ça, c'est valable partout, même dans la finance. L'innovation, c'est la clé de démarcation. C'est ça qui va nous faire gagner. Donc là, la bonne nouvelle pour votre génération, notre génération, c'est qu'on a des boulevards technologiques devant nous. Dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, et ainsi de suite. Donc on a énormément de révolutions technologiques qui vont se mettre en place, et là, c'est des boulevards de croissance. Donc n'ayez pas peur, vous aurez de la croissance. Donc vous aurez du boulot. C'est ça qu'il faut. Mais si effectivement on ne le fait pas ici, il faudra peut-être aller voir ailleurs. J'espère qu'on le fera ici quand même. Alors bon, très vite maintenant, on va arriver aux États-Unis. C'est bon, je peux m'arrêter là. Avec effectivement la dynamique de croissance aux États-Unis qui est là, qui résiste bien. Bon, très vite, je n'ai pas trop de temps de parler des États-Unis. Je vais juste vous montrer le problème numéro 1. C'est effectivement, les Américains ont baissé très fortement les impôts. Donc ça a permis de relancer la machine. Le seul danger, c'est effectivement le risque de protectionnisme. Pourquoi? Tout à l'heure, quand je parlais d'une croissance de 3% au niveau mondial, pour avoir 3% de croissance mondiale, il faut 10% d'augmentation du commerce mondial, c'est-à-dire des échanges internationaux. Si je n'ai pas ça, effectivement, eh bien, je n'ai pas de croissance mondiale. Donc, le danger est là. Si on met des barrières douanières, eh bien, à ce moment-là, inévitablement, on n'aura pas 3% de croissance mondiale, et donc les marchés boursiers s'effondreront encore plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de... Ils sont en train de trouver un accord entre les États-Unis et la Chine. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que l'Europe, malheureusement, elle n'est pas dedans. Donc, mais néanmoins, ce danger devrait être évité. Deuxième danger, nos amis anglais. Là aussi, les Anglais devaient s'effondrer. Pour l'instant, ils ne sont pas effondrés. Pourquoi? Parce que l'euro sterling s'est effondré. Donc, ça a permis de soutenir effectivement la croissance anglaise. C'est une grave erreur historique qu'ont fait les Anglais avec le Brexit, parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient de l'Union européenne. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Là aussi, il y a beaucoup de risques sur un hard Brexit. Là, je ne suis pas devin, je peux vous dire, mais connaissant bien nos amis anglais, je pense qu'ils vont trouver une solution in fine, in extremis, pour éviter justement d'avoir ce qu'on appelle un hard Brexit. Un hard Brexit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord, donc tout est figé. Il y a plus d'échange, il faut un visa pour aller à Londres, là c'est une catastrophe. Donc tout le monde sera perdant, donc je pense que là aussi on trouvera un accord, mais en attendant, les Anglais ont un taux de chômage de plein emploi qui leur permet effectivement de continuer. Alors, maintenant évidemment on va arriver à la partie un peu moins sympa, sur la zone euro. Alors on va voir les mêmes graphiques que tout à l'heure, sur la Chine et autres, ou les États-Unis, mais dans la zone euro. Et que ce n'est pas du tout la même tendance. Donc c'est les indicateurs avancés, vous voyez que ça baisse. Et dans l'industrie et dans les services, ça c'est le PIB, c'est la courbe bleue, qui est en très nette baisse. Même nos amis allemands, c'est pareil, indicateur avancé, vous savez que l'Allemagne a évité de justesse la récession. Alors c'est quoi la récession? La décision technique, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc on a eu le 3e trimestre, ça fait moins 0,2, et le 4e trimestre, ça fait 0. Ils ont évité de justesse la récession. Mais, avec en glissement annuel, ils sont sur une croissance de seulement 0,6%, un plus bas depuis 2013. Et les indicateurs avancés montrent malheureusement que ça va continuer. L'Allemagne, c'est plus de 30% du PIB de la zone euro. Donc si l'Allemagne n'est pas là, évidemment, tout le monde va se faire. Alors, évidemment, il y a pire que l'Allemagne. Là, je vous ai fait un petit tableau qui vous montre que malheureusement, il y a encore 2 pays pour qui la crise n'est toujours pas finie et loin de là. Vous voyez, là, je vous ai mis, c'est le niveau du PIB actuel, donc de la richesse hors inflation, par rapport au niveau qu'on avait en 2008. Donc, avant la crise, avant la récession. Alors, la France, on est à 9% au-dessus, et bon, 9% en 9 ans, ça fait 0,8% de croissance par an. C'est pas grand-chose. Mais il y a 2 pays qui sont toujours pas au-dessus de leur niveau. Évidemment, les Grecs, 24% de ça. Et l'Italie, encore 5,3%. Et donc, le drame pour l'Italie, c'est qu'ils n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de PIB d'avant-crise, mais ils sont déjà retombés en récession. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, ça, c'est le PIB italien. Là, on a un cas d'école.
On n'a jamais vécu dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'un pays développé connaît 3 récessions en une décennie. Première en 2008-2009, deuxième en 2012 et troisième aujourd'hui. C'est le PIB, là c'est l'indicateur avancé. Donc qu'est-ce qui a justifié ça? C'est le fait que malheureusement, quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, il a dit bon, la zone euro, je m'en fiche un peu, je fais un peu ce que je veux, la dette publique, on fait ce qu'on veut. Et évidemment, les marchés n'ont pas apprécié et les taux d'intérêt de la dette publique italienne sont montés à plus de 3%. Et ça a évidemment cassé la croissance. Et l'Italie, alors parce que souvent on me dit bon, ok, c'est un peu comme la Grèce. Non, ça n'a rien à voir. La Grèce avait à l'époque 350 milliards d'euros de dette publique qu'on a épongé en partie. Et c'était 2,5% du PIB de la zone euro. Donc on a pu gérer la crise grecque. Difficilement, mais on l'a gérée. Ça a coûté cher, mais on l'a gérée. L'Italie, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. La dette publique italienne, ce n'est pas 300 milliards, c'est 2300 milliards d'euros. L'Italie, c'est 15% du PIB de la zone euro. Donc une crise italienne, ça ne sera pas une crise grecque. L'impact, ça sera du Lehman Brothers pour les 120. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement italien se sent très fort. Parce que Tsipras, en Grèce, c'est une sorte de Mélenchon grec, quand il est arrivé au pouvoir, il était très excité. On lui a dit, mon gars, si tu veux qu'on éponge ton ardoise, faut que tu te calmes. Il s'est calmé. Que là, en Italie, ils ne veulent pas se calmer. Et le pire, c'est moi ce que je comprends, c'est que, a priori, si les enquêtes sont bonnes, les Italiens, pour l'instant, sont assez contents du gouvernement, peut-être pour d'autres raisons. Et d'un point de vue économique, ils retombent en récession. C'est extrêmement dangereux. Donc là, c'est pareil. C'est une bombe à retardement que les marchés ne veulent pas voir. Et qui va, tôt ou tard, ressortir, effectivement, dans la réalité. Donc ça, c'est un vrai danger, je pense, pour 2019. Beaucoup plus que Trump, beaucoup plus que Brexit. Pour moi, c'est le vrai danger. Et bien sûr, il y a un dernier danger. C'est nous, parce que, là aussi, quel gâchis. Quel gâchis. La France est un pays exceptionnel. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire qu'on a la chance d'avoir un pays exceptionnel. Malheureusement, on n'en est pas conscient. Et donc aujourd'hui, alors on dit oui, effectivement, il y a eu un mouvement chez les jaunes, tout ça, il y a un impact, mais ça a commencé depuis le début 2018. Vous voyez, ça c'est la croissance, qui a bien baissé, et évidemment derrière, c'est l'indicateur avancé, c'est complètement effondré. Donc là aujourd'hui, on est sur une croissance française cette année, dans le meilleur des cas, de 1%. Ce qui évidemment est très faible. Et donc, les ménages commencent évidemment à s'en rendre compte. Alors on voit effectivement la consommation des ménages qui baisse très fortement en France. C'est l'indicateur de confiance en bleu. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on avait eu ce qu'on appelle un effet Macron. Vous voyez, là, quand Macron a été élu, là, tout le monde se dit, ça y est, la France a changé. Allez, on a eu un jeune, etc., dynamique, tout changé. Et bon, pour être honnête, il y a toujours un effet, quand il y a un nouveau président, il y a toujours un effet d'euphorie, donc sur la confiance des ménages. Vous voyez, là, c'était l'effet Sarkozy. Bon, il n'y a que Hollande. Il n'y a pas eu d'effet Hollande. Je ne sais pas pourquoi. Pauvre chéri, il n'y a pas eu d'effet Hollande. Bon. Mais à part ça, bon, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, à la rigueur, il s'est tombé ensuite, mais c'était pas très haut, donc c'est pas grave. Parce que là, c'était très haut, c'était monté très haut. Il s'est tombé très bas. Donc c'est ça qui fait très mal. J'étais la dernière mois aux États-Unis, parce qu'il faut voir les Américains comme ils étaient, ils croyaient que c'était Kennedy, quoi, Macron. Et maintenant, aujourd'hui, ils vous disent, mais attendez, j'ai pas compris, parce que pour eux, ils croient que ce qui se passe tous les samedis, ça se passe tous les jours. Ah oui. Quand tu nous vois, ça va, vous n'avez pas un casque sur la tête. L'image qu'on renvoie, c'est ça. Bref, c'est dommage. Et donc, évidemment, ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On investit chez vous, on investit pas chez vous. Et en termes économiques, c'est un impact énorme. Également en termes financiers. Donc, là, il faut faire attention. Bon. Donc, très honnêtement, j'espère qu'on va s'en sortir, mais alors, en plus, bon, je ne vais pas vous dire. Vous êtes encore étudiant en ça là, mais on a un taux de chômage qui reste quand même élevé, on est à 9%. Le taux de chômage des jeunes, il est à 21%. C'est embêtant. Pas vous, ne vous inquiétez pas, financier, il n'y a pas de taux de chômage, évidemment. Et c'est pour les autres, moins de 25 ans. Bon, bref. Le problème, il est où? C'est ce qui est très important. Là, je vais vous donner la solution. Parce que c'est vous qui allez devoir remettre ça. Moi aussi, je serai peut-être là, mais j'espère. C'est que là, on a un graphique incroyable, destructeur, pour tous nos politiciens depuis 40 ans. Ce graphique vous montre, il y a donc deux courbes. La courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire.
C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, les impôts et les taxes qu'on ponctionne en France par rapport au PIB, donc à la richesse. Et la courbe bleue, c'est la croissance annuelle sur 10 ans, en moyenne. Vous voyez, dans les années 60, 70, 80, on avait une croissance entre 4 et 6%. Même moi, je ne l'ai pas connu, hein, je vous rassure. Et puis après, les impôts commençaient à augmenter. Et plus les impôts ont augmenté, plus effectivement, la croissance structurelle a baissé. Et aujourd'hui, regardez, on a une croissance structurelle de 0,8%. La croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. C'est que 0,8. Donc ça veut dire quoi? On a la solution là. Le seul moyen de relancer la croissance, c'est de baisser les impôts. Pour tous. Les entreprises, les ménages, et fortement. Ce qu'on appelle un grand soir fiscal. Et là, ça va générer un effet, un boom de croissance qui sera énorme. Il y a aussi, dans le même temps, on va baisser la dépense publique, et c'est là que le bas blesse. C'est ça ce qu'on ne veut pas faire. Et évidemment, aujourd'hui en France, la dépense publique, c'est 57% du pays. 57% du pays. Dans le monde entier, il n'y a que 6 pays qui font plus que nous. Et c'est pas n'importe qui. Vous avez les îles Tuvalu, les îles Kiribati. C'est vraiment vrai, c'est le rapport vieux famille. Les îles Salomon, les îles Marshall, les îles dans le Pacifique. Le sultanat du Brunei et la Libye. Bon, la Libye, je ne sais pas comment ils font les chiffres, mais et c'est un club très sélect. Et nous, on est dedans. Il faut être honnête. Moi, je suis pour la dépense publique. Et moi, ça se voit plus maintenant, mais je viens des cités HLM d'Orly. Donc, si je m'en suis sorti, c'est aussi grâce à la dépense publique. Et donc, il en faut de la dépense publique, évidemment. Mais quand on a 57% de dépense publique sur le PIB, on est en droit d'attendre 4% de croissance. Vous voyez? Si c'était le cas, on dirait on s'en fout de la dépense publique. On a 0,8. Donc, c'est la preuve que ce business model ne marche pas. Donc, c'est ça qu'il faudra réformer, sinon, voilà ce qui se passe. Regardez. La dette publique, 100% du PIB. Le dernier excédent public en France remonte, regardez ici, à 1974. Vous voyez, j'avais 4 ans, pour vous dire, vous connaissez mon âge. Et bon, avec depuis, que des déficits. Et c'est là où ça ne marche pas. De temps en temps, il faut un excédent public. De temps en temps, tous les ans, mais tous les 10 ans, tous les 15 ans. Non. Donc c'est pourquoi, malheureusement, un jour ou l'autre, les taux longs remonteront, et c'est là où ça fera mal. Notamment pour l'économie française. Alors, je vais quand même terminer avec les stratégies, comme promis. Voilà, on s'arrête là. D'abord, sur les marchés boursiers, il faut être extrêmement prudent. Moi j'ai un range, entre guillemets, de ce qui vaut. Moi, le 4002, 5000 sur le CAC 40. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est au-dessus, on est trop cher. Donc, il faut se préparer à une baisse. Et quand la baisse commencera, on peut tomber à 4002. Et ainsi de suite. Délaisser les dettes publiques. On peut miser sur le dollar par rapport à l'euro, parce que l'euro est effectivement toujours en danger, également sur le franc suisse. Prudence sur l'immobilier français qui reste quand même effectivement assez dangereux. Avoir cette vision entrepreneuriale sur les entreprises qui ont une vision internationale, et bien sûr développer des stratégies dans les pays émergents, et revenir un petit peu sur les matières premières et les métaux précieux modérément. Maintenant, ça c'est pour la finance de marché. La finance d'entreprise, eh bien là, sachez que les financiers d'entreprise aujourd'hui ont un rôle stratégique central. Donc il faut conseiller aux entreprises françaises de développer constamment des stratégies anti-crise. Donc sur des niches, des produits, des services qu'on est les seuls à faire, pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le faire savoir. Deuxième stratégie, communication. Comme le fait financier. Communication, c'est important. Troisième stratégie, innovation. Bien sûr, la high-tech, on peut innover à tous les niveaux. Et dernière stratégie, le développement à l'international. Et là, effectivement, on est sûr des gains de crise. Et ça, vous pouvez également vous l'appliquer à vous-même. Ça marche également sur chaque individu, chaque étudiant. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Comment vous pouvez vous démarquer? Donc, je vais m'arrêter là. Si à ce moment-là, vous avez ça, à ce moment-là, c'est sûr. Vous serez des gagnants de la crise. Et puis surtout, la croissance reviendra. Et ça, je vous le dis, je vous le redirai. La croissance n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas juste un chiffre. D'ailleurs, il est bidouillé souvent par l'INSEE. Le but de la croissance, c'est quoi? C'est de créer des emplois.
Vous savez, souvent en France, on vous dit non, c'est pas le PIB, c'est le BIB. Vous connaissez pas ce concept? Le BIB, c'est le bonheur intérieur brut. Nous, en France, on est heureux. C'est vrai qu'on est heureux. Mais encore faut-il que ça dure. Et surtout, il faut être honnête. Avant d'avoir un peu de BIB, il faut un peu de PIB avant, il faut un peu de revenus. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Malheureusement. Donc, effectivement, plus de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'emplois. Pour vous, bien sûr. Plus d'emplois, ça veut dire plus de revenus, plus de consommation, plus d'investissement, plus de business aussi. Donc c'est ça le but ultime, c'est que si j'ai plus de croissance, d'emplois, de revenus, de consommation, j'ai donc plus de réalisation économique. Et puisque c'est le mot à la mode, j'ai donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez faire d'autres quelques questions. Il y a quelques questions. On est dans les temps. Alors Marc, je voulais commencer un petit peu le bal des questions. Entre autres, bon, multiples questions. Bon, tout d'abord, merci en tout cas pour ton exposé. C'est extrêmement clair. Des graphiques simples, mais avec de la profondeur derrière. Une petite boutade, moi j'ai vu que tu avais parlé d'HEC, là, je crois que c'est la petite école en banlieue, là. Ouais, c'est ça, on est mieux ici, on est à Paris. À Juin-Josas, nous, je sais pas, on est à Paris, donc on est mondialisé à la capitale, donc bon, je leur souhaite bonne chance. Surtout maintenant que tu es avec nous. Alors j'avais deux questions. La première, c'est en tant qu'économiste, comment tu fais pour traiter les données? Je pense entre autres à la Chine. Puisqu'on a l'impression un petit peu de temps en temps que leurs statistiques tombent bien. Alors, on parlait un petit peu d'INSEE sur l'Allemagne, on disait bon, c'est tombé à zéro, c'est peut-être un petit peu bidouillé. Est-ce qu'on peut avoir des doutes sur les statistiques chinoises? Comment les traiter en tant qu'économiste? C'est un grand débat. Et on parlait entre autres des pays émergents, effectivement, qui sont en train de prendre une place incroyable. Mais quel est l'impact du shadow banking, entre autres, qui est quand même peu développé en Europe, voilà, et énormément dans les pays émergents. Ça, c'est ma première question. Puis je vais te poser la deuxième, que ça. Il y aura un petit peu d'actualité, entre autres, sur les gilets jaunes. Et je me dis, bon, beaucoup d'économistes sont conseillers, présidents d'associations, gouvernements et autres. Est-ce que finalement les gilets jaunes ne sont pas de mauvais économistes? Puisque si je regarde entre autres l'INSEE... C'est pas économiste du tout, je crois. Mais bon, je me pose la question parce que si on regarde l'INSEE sur le premier trimestre pour 2020, ou je veux dire 2019, on nous indique effectivement qu'avec le pouvoir d'achat, les 10 milliards qui ont été rajoutés, que finalement, ça va soutenir un petit peu la croissance. Et puis on se rend compte que la France... elle se tient pas trop mal en croissance. Hein. On voyait un petit peu l'Allemagne, bref, on parle un petit peu de l'Italie. Il y a des pays comme l'Espagne qui lèvent la tête un peu, mais qui reviennent aussi très loin. Donc voilà. Donc est-ce que finalement cette demande de pouvoir d'achat n'est pas au fond, en tout cas à court terme, positif, et il n'y avait pas grand monde qui la demandait, quoi, je dirais, à part eux. Voilà, je voulais ton opinion. Merci. Avec plaisir. Alors bon, première question effectivement sur la Chine, on va dire plus globalement le monde émergent, tu as raison, il faut prendre les statistiques avec beaucoup de pincettes. Donc il faut prendre les statistiques qui sont officielles, celles du FMI. C'est les seules qui sont vraiment validées. Mais moi ce que j'ai découvert, parce que ça fait longtemps que je suis la Chine, effectivement, et c'est très intéressant, c'est qu'en fait les Chinois pendant longtemps, nous vous savez, on gonfle les chiffres de croissance. Alors, on fait tout ça. Je peux vous expliquer comment on fait, mais bon, on n'a pas le temps. Mais, alors que les Chinois, c'est l'inverse. Et très souvent, on se rend compte que les chiffres du FMI sont meilleurs que la réalité chinoise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois, pendant longtemps, on leur mettait de la pression pour apprécier le yuan. Et donc, plus les chiffres de croissance étaient bons, plus on disait, voyez, vous allez tellement bien, il faut apprécier le yuan. Et donc, ils avaient tendance à sous-estimer leur chiffre de croissance. Et quand sortait la croissance calculée par le FMI, elle était meilleure que celle de la Chine. Ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut être très honnête,
les chiffres chinois sont quand même très particuliers. Mais là, les ordres de grandeur sont énormes. Depuis 1980, il faut connaître le chiffre parce que c'est énorme. Le PIB chinois hors inflation, c'est le FMI qui dit ça, c'est même pas la Chine, a augmenté de 3080%. Hors inflation. Et là, c'est pas la bourse, hein, c'est la richesse des gens. 3000%. En fait, ils partent très bas, mais quand même, 3000%. Et ça, je pense, moi, quand souvent cette anecdote, mais ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré l'un des patrons de la Bank of China, et qui était un ancien général. La plupart des patrons de banque là-bas sont des généraux. C'est pas comme chez nous, quoi, c'est un général long. Et donc il m'avait dit, vous savez, il y a 20 ans, il m'avait dit, vous savez, la Chine a toujours été la première puissance mondiale. Je regarde, je suis dessus, il me dit non, il y a eu quelques siècles de pause, c'est vrai, on va reprendre notre place. Figurez-vous qu'il avait raison. C'est-à-dire que dans les années 1830, la Chine c'était 30% du PIB mondial. C'est la première puissance mondiale. Après il y a eu Mao, ça s'est effondré à 2% du PIB mondial. Maintenant, ils sont montés à 20%. Et donc, c'est ça, je pense, la vraie force de la Chine, c'est qu'ils se donnent les moyens de ce qu'ils veulent faire. Et je vais donner un chiffre très simple qui est aussi partagé par la Banque mondiale, très officielle, là. Il y a une vingtaine d'années, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement, c'est-à-dire qui mangeaient à leur faim. 100 millions de Chinois sur 1,4 milliard. Aujourd'hui, ils sont 450 à 500 millions. Et eux, maintenant, ils veulent passer à 700 millions. C'est-à-dire, oui, il y a encore 800 millions qui attendent, c'est vrai. Mais quand même, vous vous rendez compte, en 15-20 ans, cette croissance, comme le gâteau a augmenté. Et c'est ça qui, effectivement, fait que ces économies sont aujourd'hui leaders. Et là où elles ont tout compris, c'est qu'elles ont misé sur la R&D. C'est-à-dire que les Chinois auraient pu se dire, le simple fait de donner à manger à tout le monde, ça fait 6% de croissance par an. Donc qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire de la R&D? Non, c'est compris ce qu'il y a là-dedans. Donc aujourd'hui, ils font leurs emplettes, ils achètent effectivement beaucoup d'entreprises ou qui font de la R&D, etc. Et donc ils sont devenus leaders mondiaux en R&D. Ça, c'est très dangereux. Parce que les Chinois soient pas chers, on comprend, mais qu'ils soient leaders en R&D, en innovation, ça, qu'est-ce qui va nous rester? Et c'est là où je fais le pendant avec les Gilets jaunes. C'est qu'effectivement, le problème que nous, on n'a pas compris, c'est qu'on ne s'est pas adapté à ça. C'est-à-dire que nous, on voyait les Chinois, ouais, justement, ouais, bon, bah, ils vivotent, et on croyait que ça allait durer comme ça éternellement, mais non. Ils ne vont pas nous attendre. Donc c'est normal ce qui se passe aujourd'hui. Donc le drame que nous avons aujourd'hui en France, je prends la France, mais c'est le cas aussi en Italie, et pas seulement, c'est que la force de nos pays, justement, développés, notre force, c'est quoi ce qu'on appelle la classe moyenne? C'est pas les très riches ou les très pauvres. Justement, c'est que normalement, il n'y a pas beaucoup de très riches, il n'y a pas beaucoup de très pauvres. C'est ça la force de la France. Mais il y a une classe moyenne énorme. C'est-à-dire que tout le monde vit bien, plus ou moins. Et après, il y a des plus et des moins. C'est ce que veulent faire les Chinois aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à y arriver. Par contre, nous, comme nous, on ne s'est pas adapté à cette nouvelle mondialisation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la classe moyenne d'en bas s'applaudit. Donc elle tombe. Et donc, elle vit quoi? Elle va vivre malheureusement des aides, etc. On ne peut pas enlever les aides. Si on sait les enlever, elle va être encore pire. Donc, c'est là où le problème, encore une fois, il est dans cette dynamique de croissance. C'est-à-dire que nous, vous avez compris, notre gâteau, il se réduit, on veut couper avec de plus en plus de parts. Donc, il faut faire grossir le gâteau. Effectivement. Et avoir cette dynamique derrière, et ça ne peut passer que par une baisse des impôts. Une meilleure dépense publique, parce qu'il faut de la dépense publique qui soit meilleure, et évidemment, je dirais une croissance qui soit plus forte. Parce que nos entreprises, moi je peux vous le dire, elles sont formidables. Je dis souvent que les entreprises françaises, par exemple, elles sont beaucoup plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines ou anglaises. Pourquoi? Parce que quand vous allez aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, on fait tout pour l'entreprise. Il y a très peu de charges, il y a peu d'impôts, marché du travail très flexible, coût du travail peu élevé, et en plus il y a de la croissance. Donc c'est presque facile de faire du business. Alors que nous, évidemment, sur des sommets historiques d'imposition, de charges, bref. Et en plus, il n'y a pas de croissance. Donc, malheureusement, ça ne dépend pas que nous. Et sachez que moi, ça fait des années que j'ai été voir tous les politiques, jusqu'à l'actuel, c'est une catastrophe. À tel point, à un moment, j'ai même quitté la France. C'est possible. C'est possible. Quand on voit ce pays formidable et les occasions qu'on a eues, qu'on a gâchées, c'est.
Et donc c'est là où ta question est amusante, c'est que tu dis oui, bon, bah, c'est bon, la croissance redémarre. Ouais, on a combien? On a 1%. Il ne faut pas se contenter de 1%. Vous comprenez? C'est le conseil que je vous donne. Ne vous contentez pas. Essayez de voir grand. Alors peut-être, après vous réviserez à la baisse. Il ne faut pas se contenter de voir petit. Il faut voir grand. Il faut voir, pour avoir 2% de croissance, vous visez 5. Tu comprends? Si tu vises 1%, bah, tu vas avoir 0,5. Voilà. Donc c'est pas bon. Tu comprends? Non. Voilà effectivement le grand jeu. Mais par contre, là où c'est très important vraiment, et ça c'est valable pour vous parce que vous êtes étudiant, mais vous êtes aussi des relais d'opinion dans votre famille, auprès de vos amis, etc. Vraiment, vraiment. Il ne faut pas garder votre science pour vous. Si elle a été la grande erreur de beaucoup d'économistes pendant des années, moi j'étais dans les premières, c'est de démocratiser l'économie il y a une vingtaine d'années, hein, t'en étais loin. Et un jour un économiste m'a dit Marc, écoute, il y a un problème avec toi. Tu n'es pas assez académique. On te comprend trop quand tu parles. Tu vois, nous on est des experts, donc tu dois mettre une distance avec les gens. Non. Parce que tous ces mouvements-là, les gilets jaunes, tout ça, c'est ça le problème. C'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc autour de vous, vous devez en parler. Il faut affronter, il faut faire des débats. Il faut parler, il faut expliquer. Alors évidemment, le paradis n'existe pas sur Terre, donc il ne faut pas non plus se voler la face, dire tout est beau, tout est... Non, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais c'est votre rôle aussi, à vous, parce que vous avez cette chance d'être ici, d'avoir une culture économique, il faut la développer, il faut l'enseigner. Ça, c'est vraiment un grand conseil à vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on le micro. J'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la baisse des dépenses publiques comme solution en fait pour relancer la croissance et tout. Avec moi, la question que je me pose, c'est que dernièrement, le Premier ministre, il a, disons, commencé à toucher à faire allusion à cette mesure, notamment de trouver une contrepartie aux aides publiques. Mais en fait, dans cette atmosphère déjà tendue, où on a les mouvements sociaux des gilets jaunes et tout, je me demande si une mesure du genre trouver une contrepartie aux aides publiques ne viendrait pas, disons, jeter de l'huile sur le feu. Oui. Et donc, si c'était vous, disons, à la place de Macron maintenant, sur quel poste public vous allez, je ne sais pas, jouer pour en fait justement baisser cette dépense publique? Voilà. Très bonne question. Une dernière question, c'est selon vous, pensez-vous que les taux vont baisser ou remonter? Lesquels taux? Les taux longs ou les taux courts? Les taux longs. D'accord. Alors, ouais. Effectivement, ça je l'ai souvent évoqué dans mon organisme, mais le vrai enjeu, vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de baisser les dépenses sociales, par exemple. Vous voyez? Par contre, il y a une dépense qui augmente et qu'on ne veut pas baisser, qui augmente, tenez-vous bien, de 10 milliards d'euros par an depuis 15 ans. C'est-à-dire 150 milliards en 15 ans. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Ça veut dire que vous avez plein de... à tous les échelons, vous avez augmenté les échelons, et vous avez maintenu les mêmes dépenses. C'est des trucs de fou. Entre la région, le département, le canton, la commune, l'agglomération de communes, vous avez les mêmes dépenses à chaque fois. Et non, il y a des doublons. Là, rendez-vous compte, 10 milliards par an. Ça, c'est pas du social. Donc, là, le problème, c'est que pour ça, il faut un vrai courage politique et qu'on n'a pas. Donc là, c'est une mesure très simple. Après, bien sûr, il faut repenser effectivement cette dépense au sens large pour éviter beaucoup de gaspillage. Vous comprenez? Parce que la dépense publique, en fait, le concept, c'est quoi? C'est le concept de Keynes, keynésien, d'accélérateur. C'est-à-dire, je mets 100 de dépenses publiques, ça va générer 200 ou 300 de dépenses privées. Vous voyez? Ça, c'est de la bonne dépense publique. C'est comme le cholestérol, la bonne et la moins bonne. Ben, ça, c'est la bonne. La moins bonne, c'est la dépense de fonctionnement. Donc celle-là, effectivement, on peut la baisser. Ça prendra du temps, mais l'important aussi, c'est de donner du grain à moudre, comme on dit. Ça veut dire que, il faut d'abord baisser les impôts. Parce que si vous baissez les impôts, notamment la CSG, et ça je l'ai dit à Macron, je dis, si vous montez la CSG, ça sera une grande erreur. On n'a pas écouté les bouches. Et depuis, mais ça, c'était une grande erreur. C'est-à-dire que, effectivement, il faut augmenter, il faut baisser la CSG, qu'à l'époque où tout le monde paye. Baisser les impôts sur les entreprises. Et là, vous créez un bol d'air. Là, on a passé vite aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump?
il a juste baissé les impôts, enfin, c'est-à-dire il a permis de défiscaliser toutes les aides ménagères, les frais de babysitting, etc. pour les ménages américains. Et la confiance des ménages aux États-Unis a atteint un sommet quasiment historique. Comment vous donnez du pouvoir d'achat aux gens? Soit vous augmentez leur salaire, bon, ça c'est compliqué, soit vous baissez leurs impôts, vous baissez les charges. Et donc là, votre salaire net, il augmente, votre revenu net, il augmente, si vous voulez. Et là, vous donnez de la confiance. Donc vous pouvez faire les deux à la fois. C'est pas dur de juste dire, je baisse la dépense publique, il faut d'abord baisser les impôts, ça vous donner du grain à moudre, vous donner un bol d'air, un oxygène, et après, effectivement, vous pouvez baisser certaines dépenses publiques de fonctionnement principalement. Quant aux taux longs, effectivement, les taux longs, c'est les taux courts plus 3 primes de risque. C'est-à-dire l'inflation, la croissance, la dette publique. Donc, inflation, croissance, ça ne va pas bouger, donc les taux longs de ce point de vue ne vont pas bouger. Par contre, sur la dette publique, qui va encore augmenter, là, il y a un vrai danger. Et c'est pourquoi, une fois on revient sur le grand problème des gilets jaunes, en fait, c'est est-ce que Macron, maintenant, va continuer les réformes ou pas? Parce que s'il s'arrête, parce qu'il a peur justement de faire quoi que ce soit, là, les taux longs peuvent effectivement remonter, par contagion. Et donc, effectivement, les taux longs réaugmenteront, je pense, d'ici l'année prochaine. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Alors là, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle justement, ça c'est un grand... Enfin, c'est la coupe de l'affaire, enfin, je ne rentre pas dans le détail, c'est que si vous baissez les impôts, vous créez un choc de confiance et vous augmentez la croissance. Donc, vous ponctionnez moins, et sur un gâteau plus grand. Vous voyez, donc à la fin, vos recettes fiscales seront équivalentes, voire supérieures. À l'inverse, c'était l'erreur de Macron, et pas que de lui, Paul Chéry, il y en a d'autres. Quand vous augmentez les impôts, Hollande était bon sur ça, entre guillemets, quand vous augmentez les impôts, vous cassez la croissance. Donc vous réduisez l'assiette fiscale. Donc vous ponctionnez plus, et sur un gâteau plus petit. Voilà pourquoi on a moins de recettes fiscales. Vous voyez, c'est pourquoi la baisse d'impôts, en fait, elle est autofinancée par la croissance. Bien. En tout cas, c'était un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je reste là si vous avez d'autres questions. Bonne continuation et à très bientôt. Merci. Merci à toi.